L'autre jour d'Annette, j'entendis la voix qui sur la musette chantait dans nos bois. Amour, que sous ton empire on souffre de maux cuisants. Je le puis bien dire puisque je le sens. La jeune Lisette au même moment sur le ton d'Annette reprit tendrement. Amour, si sous ton empire je souffre de maux cuisants, c'est de n'oser dire tout ce que je sens. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Molière. 18 juillet 1668, la comédie-ballet Georges Dandin est donnée au château de Versailles par la troupe du roi dirigée par Molière. Cette représentation prend place pendant la fête du grand divertissement royal. Louis XIV a 30 ans. La France sort victorieuse de la guerre de dévolution contre l'Espagne et vient de signer la paix d'Aix-la-Chapelle. L'heure est aux réjouissances politiques. Les jardins du château s'enflamment, s'illuminent, se parent de leur plus beau jeu d'eau. C'est que le rayonnement de l'événement est européen. André Félibien, historiographe des bâtiments du roi, rapporte un budget alloué à la fête de 117 000 livres, soit le tiers du budget consacré à Versailles pour l'année entière. La dépense est au service du pouvoir monarchique, alors en pleine représentation. La fête est une merveille. Elle est orchestrée par Jean-Baptiste Colbert, surintendant des bâtiments, Louis Levaux, premier architecte, et Jean-Baptiste Lully, surintendant de la musique du roi. Feux d'artifice, fontaines en grandes eaux, architectures éphémères et théâtres de verdure ponctuent la traversée de Louis XIV. C'est dans ce cadre que Molière donne la première représentation de Georges Dandin qui lui a été commandée expressément pour l'occasion. Le comédien a alors la pleine confiance du roi qui protège sa troupe depuis près de 10 ans, l'a installé au théâtre du Petit Bourbon avant de lui allouer une pension régulière. Le jour de la représentation de Georges Dandin devant le parterre du grand divertissement royal, le public est considérable. D'après la Gazette du 21 juillet 1668, il se trouve là plus de 3000 notables et courtisans, parmi lesquels des convives diplomatiques, le nonce du pape, des ambassadeurs étrangers et les cardinaux de Vendôme et de Retz. Un public prestigieux pour cette farce conjugale, orchestrée par Molière, qui n'en était pas à sa première effronterie. Ces comédies, Don Juan et Tartuffe, s'étaient attiré les foudres de la reine-mère et des dévots, mais cette fois-ci, Molière plante le décor dans ce qui semble être une querelle de village. Georges Dandin est un riche paysan. Désireux d'asseoir sa position en se faisant anoblir, il épouse Angélique, issue d'une famille d'aristocrates désargentés. Jeune et jolie, pleine de ruses, Angélique méprise son mari et lui fait bien savoir. Il s'en plaint dès ses premiers mots dans la scène d'ouverture de l'acte 1. Ah, qu'une femme demoiselle est une étrange affaire, et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions, et s'allier comme j'ai fait à la maison d'un gentilhomme. Ah, la noblesse de soi est bonne, c'est une chose considérable, assurément, mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frotter. Je suis devenu là-dessus savant à mes dépens, et connais le style des nobles lorsqu'ils nous font, nous autres, entrer dans leur famille. En observateur des mœurs de son temps, Molière s'amuse du drame conjugal et tense les ridicules que provoquent inévitablement de telles alliances. Les parents d'Angélique, monsieur et madame de Sautanville, piochent allègrement dans la bourse de leur beau-fils tout en lui rappelant sa naissance roturière. Angélique, pour sa vengeance, se laisse séduire par Clitandre à la barbe de son mari. Servante rusée, garçon de ferme et messager malhabile se pressent dans la maison des Dandin pour achever la farce. Sur fond de lutte des classes, la pièce narre à la fois le naufrage de Georges Dandin, victime et coupable d'un contrat de mariage dicté par ses ambitions, et celui de son épouse Angélique, qui cherche à conquérir sa liberté malgré ce mariage d'argent. En 2022 et 2023, la France fête les 400 ans de Molière, né Jean-Baptiste Poquelin. Ce quadricentenaire a vu la communion de tout l'écosystème culturel français autour du comédien et a été sanctifié de nombreuses programmations scientifiques, colloques et conférences autour de sa vie et de son œuvre.
Les expositions ont été nombreuses pour fêter le chef de troupe. Molière aux 1000 visages à la Comédie Française, Molière la fabrique d'une gloire nationale à l'espace Richaud de Versailles, Molière en costume au Centre national du costume de scène, Molière le jeu du vrai et du faux à la Bibliothèque nationale de France, ou encore Molière en musique à la Bibliothèque musée de l'Opéra. Avec la communauté scientifique, c'est aussi le théâtre lui-même qui lui a rendu un hommage fervent avec l'organisation de festivals, de représentations, de performances et de lectures. Coupe-Filard souhaitait également revenir sur cet anniversaire de la langue française, du trésor national littéraire et de l'art vivant. Oui, vivant. Car si on peut dire que les comédies de Molière font partie du patrimoine du XVIIe siècle, il ne faut pas oublier que si elles sont parvenues jusqu'à nous, si elles font partie de nos classiques, ce n'est pas uniquement grâce aux livres, mais surtout grâce à tous ceux qui n'ont cessé de jouer Molière sur les planches des théâtres, réinterprétant pour nous ses farces, ses irrévérences satiriques et son génie intemporel. Je vous invite donc à fêter cet anniversaire avec les comédiens de la compagnie Vitriol-Mante, que vous entendrez au fil de ce podcast. Ils sont accompagnés de leurs 2 metteurs en scène, Tilly Mandelbrot et Félix Hugues. Nos 2 invités ont monté ensemble la comédie Georges Dandin ou Le Mari confondu, qui s'est jouée et se jouera encore à l'Auguste Théâtre, dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour Tilly Mandelbrot. Bonjour. Bonjour Félix Hugues. Bonjour. Merci de venir fêter cet anniversaire avec nous. Vous êtes un duo de metteurs en scène. Vous avez monté ensemble cette année Georges Dandin ou Le Mari confondu. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous et de votre équipe ? Oui. Alors, on est une compagnie de 9 comédiens, si je ne me trompe pas, Tilly. Alors on est 10 comédiens, on est 9 sur ce projet-là. Et ensuite, on a la distribution de Don Juan et de Georges Dandin diffère un petit peu. Tout à fait. Vous avez... en fait, c'est le 2e Molière... Enfin, j'aurais dû vous le demander plutôt dans ce sens-là. Vous avez fait en premier lieu un Don Juan. Ensuite, vous avez monté Georges Dandin. Ce sont 2 aventures autour de Molière qui se sont faites presque sur une année. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse et de ce qui vous a réunis finalement autour de ces 2 projets ? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la compagnie Vitriol-Mante, elle existe avant l'aventure des Molières. Elle a été créée par Gianni Corvi en 2014. Et ensuite, il y a une équipe effectivement qui est née sur une équipe Molière qui est née au sein de cette compagnie, avec le Don Juan, qui a été mis en scène par Gianni Corvi à l'occasion de sa prise de poste de direction à l'Auguste Théâtre. C'était un petit peu avant le Covid, et il est de coutume, quand on prend la direction d'un lieu, de présenter une première mise en scène. Donc il a vraiment placé ce théâtre sous le signe du théâtre du répertoire classique. C'est ce que je crois comprendre. Je pense qu'il a voulu ouvrir sa programmation avec un classique qu'il aurait fait, qu'il aurait revisité comme il aurait voulu le faire. Mais ensuite, il prend la liberté, bien sûr. Il y a du théâtre contemporain, il y a beaucoup de choses qui se fait à l'Auguste Théâtre. Mais il voulait ouvrir avec une sorte de monument, voilà, Don Juan. Grâce à l'initiative de Guillaume Tavy qui a rassemblé toute l'équipe. C'est surtout lui qui a choisi les comédiens pour ce projet et qui nous a tous rassemblés. Ça a été vraiment un travail en binôme, en duo qu'ils ont fait. Gianni avait la volonté de monter Don Juan, aimait beaucoup cette pièce. Guillaume est un amoureux de Molière. Et Guillaume ayant travaillé sur beaucoup de spectacles avec beaucoup de comédiens, Gianni l'a consulté pour lui demander s'il pensait à des comédiens pour certains rôles. Et donc Guillaume a pu proposer des comédiens et comédiennes à Gianni et constituer comme ça une équipe. À l'exception du rôle de Pierrot, pour qui on ne connaissait pas Guillaume ne connaissait pas de comédiens qui correspondaient à ce rôle-là, et Gianni non plus. Donc il y a une audition qui a été ouverte, et c'est comme ça qu'on a trouvé le formidable Rémi Étuin, à qui on a confié ensuite le rôle de Georges Dandin.
Du coup, vous avez signé une deuxième fois pour un Molière au sein de ce théâtre, pour une pièce qui aujourd'hui fait l'objet de cet épisode, à savoir Georges Dandin. Est-ce que vous pouvez, en tant que metteur en scène, parce que c'est votre projet aussi, pourquoi avez-vous choisi cette pièce après un tel monument, parce que le Don Juan est vraiment la pièce que l'on connaît peut-être le plus de Molière. Georges Dandin l'est un peu moins. Et pourquoi ce choix ? Alors moi, j'ai découvert cette pièce quand j'étais au lycée. Je l'ai lue quand j'étais au lycée. Et j'avais été frappée par le... Enfin, j'avais été conquise par cette pièce. J'avais trouvé le personnage d'Angélique extrêmement féministe, très très beau. C'était vraiment un texte que j'avais trouvé magnifique. Et j'étais aussi très touchée par le personnage de Georges Dandin et par le mépris de classe dont il est victime. Je pense que ça vient aussi un peu du fait qu'à cette époque-là, donc moi j'habitais en banlieue, dans le 93, et j'étais au lycée Molière dans le 16e. Donc je vivais fabuleux patronage, effectivement. Voilà. Donc je vivais un peu un mépris de classe au milieu de la ligne 9, comme ça, tous les jours. Donc je pense que j'ai été un peu touchée aussi pour ça. Et c'est une pièce qui est vraiment méconnue, et injustement méconnue, parce qu'elle est très très belle. Et ensuite, plus tard, en entrant au conservatoire, quand on doit travailler des textes classiques, quand les gens travaillaient Molière, ils travaillaient Don Juan, le Misanthrope, Tartuffe, oui, tout ça. Et effectivement, Georges Dandin, jamais. Donc moi, j'ai travaillé ce texte-là au conservatoire. Et donc j'ai toujours trouvé que cette pièce était injustement méconnue. Et ensuite, en parlant avec Guillaume Tavy, lui aussi a une histoire particulière à cette pièce. Il l'avait découverte quand il était très jeune, et ça lui au Tête de la Colline, il me semble. Et ça l'avait marqué très fort. Donc on a eu la volonté de présenter cette pièce et de remédier. On a eu la volonté de présenter cette pièce et de remédier un peu justement à cette méconnaissance. Félix, est-ce que vous avez pris connaissance de cette pièce selon les mêmes modalités ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a soumis ? Est-ce que vous avez une petite histoire avec Dandin, les Dandins ? Oui, moi c'est encore un peu différent de Guillaume et de Tilly, parce que moi je lisais beaucoup le théâtre russe à une certaine période, et c'est après avoir lu notamment La Cerisée de Tchekhov, Dostoïevski, etc., on sait qu'en fait Molière a beaucoup influencé le théâtre russe. Ils étaient assez fans. Et donc ça a eu un gros impact. Et en fait, on retrouve un petit peu des dynamiques, des mouvements, des thèmes de Molière. Vous avez fait le chemin à l'envers. Et j'ai fait le chemin à l'envers. Donc en fait, j'ai commencé par lire à peu près tout ce que j'ai pu lire dans le théâtre russe. Et ensuite, j'ai lu Georges Dandin et j'ai fait tiens, c'est intéressant. Ça a beaucoup de points communs, des sensibilités communes. Donc c'est comme ça que j'y suis rentré, et ça m'a beaucoup intéressé ensuite de travailler et de partager cette espèce avec ces approches différentes avec Tilly et Guillaume sur ce projet-là. Vous me parlez des Russes, c'est très intéressant parce que ça me permet de rebondir. Molière est joué depuis 400 ans. La légende veut d'ailleurs qu'à la question « Quoi de nouveau ?», le dramaturge Sacha Guitry se serait exclamé « Molière !» Destin extraordinaire pour celui qui, à travers son œuvre, n'a en quelque sorte jamais quitté la scène. Et donc, pourquoi, pour vous, cet appétit de mettre en scène et de voir du Molière ne s'est jamais tari, tant du côté du public que du côté, visiblement, des comédiens et des metteurs en scène comme vous ? Y a beaucoup de raisons, je pense, à ça. Déjà, pour les comédiens, c'est une langue qui est fantastique. C'est un réel plaisir de jouer cette langue. L'écriture de Molière est juste sublime, donc ça, après c'est tout à fait personnel, mais je pense que ça fait partie des raisons. Et ensuite parce que les thèmes qu'il aborde en fait dans ses œuvres sont humains en fait. C'est vraiment il traite à travers le regard sur son époque, mais il traite des vices humains qui sont en fait tout à fait les mêmes aujourd'hui. Et donc je pense que ça nous parle et ça nous parlera encore très, très longtemps, quoi. Parce que l'avarice, la jalousie, tout ça, c'est des choses... Et ce qui est important, je pense que... c'est vrai que 400 ans, c'est quand même long, et en fait, il y a eu des mouvements. C'est-à-dire que Molière n'a pas toujours été tout le temps populaire pendant ces 400 ans. Il y a eu des passages,
Pendant, par exemple, les Lumières, il a été un petit peu mis de côté. Il a été beaucoup repris avec les Romantiques, le 19e, etc. Et en fait, c'est un peu des mouvements. Et aujourd'hui, en fait, il fait tellement partie de notre histoire qu'il ne partira pas. Hein, on pourrait dire ça comme ça. Mais le répertoire est là. C'est l'auteur le plus joué en France, mais largement, quoi. Très largement. Et je pense que sa langue est accessible aussi. Ce qui n'est pas du tout le cas de tous les auteurs classiques. Je pense que pour un lecteur qui ne serait pas averti, c'est une entrée dans le théâtre classique qui est assez instinctive. Il y a un mouvement naturel dans l'écriture de Molière parce que, contrairement, on parle des tragédiens, mais à la même époque, il y a Corneille, il y a Racine, mais en fait, Corneille, il a retravaillé toute sa vie à ses écritures, il les a publiées lui-même, il les faisait très attention, et du coup, on n'a pas les mots qui sortent de la scène, alors que pour Molière, ce qu'on connaît aujourd'hui, le texte qu'on a aujourd'hui, ce sont des gens qui écrivaient pendant que les comédiens jouaient la pièce, une vraie, qui retranscrivaient. Ce qu'on appelle une écriture de plateau. C'est une écriture de plateau. Et donc c'est vraiment une parole de comédien, une parole qui est faite pour être jouée. C'est ça. Qui vient du jeu et qui est faite pour Elle sort du plateau. Et ça m'amène naturellement à la prochaine question. Finalement, 400 ans, vous récupérez un monument. Et justement, dans la valorisation de ce monument, quel est le rôle du metteur en scène par rapport au texte, par rapport aux comédiens ? Le rôle du metteur en scène. Vas-y, je t'en prie, Félix. C'est-à-dire, il y a une responsabilité qui est inhérente, mais peut-être qu'on rappelle rapidement du coup le rôle d'un metteur en scène, parce que c'est un métier qui est relativement récent, en fait, puisqu'il est né dans les années, en France et même dans le monde, vers les années 1880-1890, avec André Antoine en France, en tout cas, avec le théâtre libre, les influences de Stanislavski plus tard, etc. Et en fait, ce métier est né pour répondre à une sorte d'innovation dans le théâtre, qui était la naissance du réalisme dans le théâtre. Et pour mettre en place ce réalisme dans les pièces, il fallait quelqu'un qui coordonne, qui organise le rythme, le jeu, les acteurs, la mise en scène, le décor, tout ça. Et donc, ce métier est né à ce moment-là, et aujourd'hui, c'est complètement indissociable de toute création théâtrale. Et même, peut-être, c'est un rôle qui est presque plus important que l'auteur. Aujourd'hui, on pourrait argumenter dans ce sens. Toujours est-il que notre rôle, quand on fait un Molière, c'est d'insuffler à cette pièce, de lui donner quelque chose qu'on a envie de lui faire dire, et de maîtriser un petit peu le bon déroulement des événements. Je suis complètement d'accord avec Félix, et je pense que le metteur en scène, c'est un lecteur avant, et c'est un rêveur, comme tous les lecteurs sont. Enfin, chaque fois quand on lit, on rêve à chaque fois l'histoire. Et donc, le metteur en scène doit partager sa rêverie avec son équipe, permettre à son équipe de rêver avec lui, et donc parfois de laisser sa propre rêverie de côté, les comédiens aussi étaient lecteurs avant d'intégrer le projet. Et forcément, ça devient quelque chose de très collaboratif. Exactement. Et ensuite, on avance donc dans une même direction pour offrir un peu un décanteur, quoi. Vous parlez de vos comédiens, justement, dans cette étape de rêverie et du coup de création. Comment s'est opéré le choix de la distribution des rôles ? Alors, la première certitude a été d'offrir le rôle de Georges Dandin à Rémi Ethuin. Qui jouait Pierrot. Dans Don Juan. Don Juan. Le paysan un peu amoureux, etc. Et on l'a fait jouer le paysan, mais parvenu. Confondu. Riche, pour une fois. Et ça a beau être deux rôles de paysans qui n'ont pas du tout les mêmes... Ni même la même ampleur. Voilà, pas les mêmes caractères. Mais ça, c'était la première certitude. Et ensuite, pour le reste de la distribution, en fait, on a la chance de bien se connaître et de connaître vraiment les palettes de jeu de chacun. Parce que je recontextualise, sur l'équipe de Don Juan, vous étiez
voilà, cette équipe était constituée. Elle s'est reformée à peu près de manière identique pour Georges Dandin, à quelques exceptions près. Peut-être vous pouvez me parler de ces exceptions ou de ces... des têtes qu'il vous manquait, peut-être des beaux-parents qui sont pas forcément une figure très présente dans Don Juan. Alors l'unique personne qui a été intégrée à l'équipe de Georges Dandin qui ne faisait pas partie de Don Juan, c'est Claude, qui joue Madame, qui joue Madame de Sautanville. Et sinon, à part ça, on a les Michel Fédéré et Michel Pilorget ne font pas partie de l'équipe de Dandin parce qu'il n'y a pas de rôle, uniquement le rôle de Monsieur de Sautanville. Le processus de distribution, il s'est fait assez naturellement à partir du moment où on avait ce choix qui était important dramaturgiquement de choisir Rémy Ethuin en tant que Georges Dandin parce que ça racontait déjà toute autre chose. Ça raconte beaucoup de choses de choisir par exemple un acteur qui est assez jeune dans un rôle qui parfois implique un acteur un peu plus âgé. Un autre emploi, c'est ça. Il l'implique pas, mais il est souvent donné effectivement à des acteurs plus âgés. Donc ça racontait déjà quelque chose et ensuite on a vraiment constitué avec, c'est vrai, les emplois que l'on connaissait. Pour les autres, on savait qu'ils allaient être formidables dans leur rôle et on les a tout de suite castés. Alors, vous êtes à la fois pour ce projet metteur en scène et comédien, on l'a compris. Tilly, vous jouez Claudine, la suivante d'Angélique. Félix, quant à vous, vous êtes Lubin, un paysan chargé par l'amant de délivrer les billets doux à Angélique. Oui. Parlez-moi de vos deux personnages et de ce qui les lie dans la pièce. Alors, pour parler des personnages, donc, alors, pas Claudine, parce que je peux parler de Lubin. Mais... Tu peux parler de Claudine, si tu veux. Le personnage de Claudine est un personnage... c'est une entremetteuse, en fait. Elle a un rôle, le rôle d'entremetteuse dans la pièce. C'est quelqu'un de rusé, comme le sont souvent les personnages... les servantes de Molière. Les servantes de Molière. Je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup de caractère. Et ce qui la lie au personnage de Lubin, c'est qu'on les a vus comme étant un couple potentiel, un couple viable potentiel dans cette pièce. Ce que Molière suggère dans son texte. Parce qu'il y a une tension, il y a séduction de la part de Lubin, on pourrait lire un rejet de la part de Claudine. On pourrait tout à fait lire un rejet. Ceux qui iront vous voir, comme moi j'en ai eu la chance, c'est de voir que la chose est plus compliquée. Réponse par réponse, on a l'impression que la chose va se dénouer après la pièce. Oui. Mais vous avez beaucoup joué avec les possibles avec ce couple. Me semble. Ça, j'essaie de laisser les choses ouvertes à l'interprétation. Parce que en lisant la pièce, c'est ouvert. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait prendre la décision que Claudine n'est pas du tout intéressée et que Lubin est une sorte de délinquant, faisant preuve d'un harcèlement sexuel assez appuyé. Ou on peut prendre plusieurs décisions qui nous racontent autre chose. En tout cas, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était d'ouvrir un peu pour laisser à chacun... la décision, ce qui est quand même plus intéressant. Vous aimez votre personnage, Félix ? J'adore mon personnage. J'adore parce que on s'est donné les servants parce que les chefs de projet se sont donné les valets, sont réservés les valets. C'est intéressant sur ce que... Finalement, nous ne sommes que les valets d'une pièce. C'est ce que... Molière lui-même se gardait jalousement les rôles de valets comme une espèce de... comme la belle part du gâteau, presque, on pourrait dire. Aussi, parce que ça ouvre sur la farce, sur les jeux de classe sociale, j'imagine. C'est très amusant à jouer et puis ce sont aussi les ressorts comiques d'une pièce et sont souvent eux qui font avancer l'histoire, qui font se précipiter les événements. En tout cas, Lubin va faire précipiter beaucoup d'événements et c'est vraiment très drôle à faire et à jouer et on s'est fait plaisir, quoi.
On peut se dire ça comme ça. Et du coup, comment gérez-vous la double casquette de metteur en scène et de comédien? Parce qu'on a l'impression qu'il faut se dédoubler, il faut être sur les planches et puis il faut être dans la salle et diriger les 8 autres. Il faut tout à fait se dédoubler, c'est très important. Et c'est parfois difficile, mais c'est vraiment important de réussir à le faire. Et c'est tout l'intérêt et l'importance vraiment d'avoir une troisième personne, en la personne de Guillaume Tavy, qui nous assiste à la mise en scène, pour que sur les scènes qu'on partage, Félix et moi, on puisse avoir un vrai travail, un vrai regard dans la salle et un vrai metteur en scène en fait pendant ce temps-là, parce qu'on peut pas on ne peut plus être metteur en scène à partir du moment où on joue. Après on avait beaucoup discuté en amont, on savait très bien la direction qu'on voulait donner au spectacle, donc ensuite c'est juste faire preuve de confiance. Donc c'est très important, oui, d'arriver à se dédoubler. On va peut-être repasser un petit peu, maintenant qu'on connaît bien votre équipe, à l'histoire, à l'intrigue, qui est savoureuse dans Georges Dandin. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter le conflit qui oppose Georges Dandin, le riche paysan, à sa femme, Angélique? Les conflits, oui, presque on pourrait dire, parce que c'est un enchevêtrement de problèmes qui se tissent entre les deux personnages et ce qu'ils représentent tous les deux, puisqu'en fait il y a l'homme, la femme, il y a aussi l'aristocrate, le paysan. Il y a beaucoup de strates qui sont très intéressantes à explorer, qui nourrissent justement les conflits entre les personnages. Et quelle est la nature de ces conflits? Elle est d'ordre social, elle est d'ordre... comment je pourrais dire? Il y a un conflit de classe et un conflit de genre, en fait. Et le nœud du problème, c'est ce contrat de mariage. Ce contrat de mariage qui unit Georges Dandin à Angélique, mais en fait deux familles, l'une à l'autre. Et cette union est dans la douleur. Exactement. Et pour les deux, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on pourrait se dire que le mari, il gagne puisqu'il a son ascension, etc. Mais il finit lui-même par regretter son alliance, qu'il a pourtant choisie, lui. Parce que Angélique n'a pas choisi cette alliance, mais Georges Dandin l'a choisie et finit par regretter son choix. Mais il ouvre même le spectacle en regrettant déjà son choix. C'est ça. Et donc ils sont tous les deux victimes et coupables de ce contrat. En tout cas, les Sautanville et Dandin, parce qu'Angélique, malheureusement, elle n'est pas tout à fait coupable de... Pas à ce stade. À ce moment-là. Vraiment une très belle matière, du coup. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter les comédiens. Je plante le décor. Acte 1, scène 6. Monsieur et Madame de Sautanville confrontent leur fille Angélique et son amant devant Georges Dandin. Vous voilà satisfait, mon gendre. Que dites-vous à cela? Je dis que ce sont là des contes à dormir debout. Que je sais bien ce que je sais. Et que tantôt, puisqu'il faut parler net, elle a reçu une ambassade de sa part. Moi, j'ai reçu une ambassade? J'ai envoyé une ambassade. Claudine? Est-il vrai? Par ma foi, voilà une étrange fausseté. Taisez-vous, carogne que vous êtes. Je sais de vos nouvelles. Et c'est vous qui tantôt avez introduit le courrier. Qui? Moi? Oui, vous. Eh, ne faites point tant la sucrée. Hélas, que le monde aujourd'hui est rempli de méchanceté. De m'aller soupçonner ainsi, moi, qui suis l'innocence même. Taisez-vous, bonne pièce. Vous faites la sournoise. Mais je vous connais il y a longtemps et vous êtes une dessalée. Madame, est-ce que... Taisez-vous, vous dis-je. Vous pourriez bien porter la folle en chair de tous les autres, et vous n'avez point de père, gentilhomme. C'est une imposture si grande, et qui me touche si fort au cœur, que je ne puis pas même avoir la force d'y répondre. Cela est bien horrible d'être accusé par un mari lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire, hélas. Si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. Assurément. Tout mon malheur est de le trop considérer. Plût au ciel que je fusse capable, comme il dit, de souffrir les galanteries de quelqu'un, je ne serais pas tant à plaindre. Adieu. Je me retire.
Et je ne puis plus endurer qu'on m'outrage de cette sorte. Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. Par ma foi, il mériterait qu'elle lui fît dire vrai. Et si j'étais en sa place, je n'y marchanderais pas. Oui, monsieur, vous devez, pour le punir, faire l'amour à ma maîtresse. Poussez, c'est moi qui vous le dis, ce sera fort bien employé. Et je m'offre à vous y servir, puisqu'il m'en a déjà taxé. Vous méritez, mon gendre, qu'on vous dise ces choses-là. Et votre procédé met tout le monde contre vous. On vient de l'entendre, Georges Dandin est une farce conjugale, et malgré ce sujet que l'on pourrait juger trivial, la pièce est à l'origine une comédie-ballet, composée à 4 mains par Molière et Jean-Baptiste Lully à l'occasion du Grand Divertissement Royal de 1668. Ce spectacle a été commandé expressément pour Louis XIV. Avez-vous pris en compte le genre de la comédie-ballet dans votre mise en scène ? Alors, pris en compte, on ne présente pas une comédie-ballet. Oui. Par contre, on a fait beaucoup de clins d'œil au genre. Enfin, beaucoup de clins d'œil. On a fait des clins d'œil. Donc, vous avez présenté la pièce sans les parties dansées et chantées. Oui, tout à fait. C'est la manière dont Molière lui-même l'a présenté plus tard. D'accord, il y a eu 2 manières de... Oui, lui-même l'a présenté ensuite sans les parties de Lully. C'est intéressant. Par contre, on ouvre le spectacle avec une chanson et on clôt le spectacle sur une même chanson. Sur cette même chanson, la chanson d'Annette. Tout à fait, donc on a gardé le texte de Molière, mais par contre on a recomposé la musique, on n'a pas du tout mis de musique baroque dans le spectacle. Et on a aussi inventé des intermèdes, des interactes, voilà, des interactes pour comme clin d'œil aussi. C'est une sorte de référence, c'est aussi un héritage de la comédie-ballet, c'est quand même intéressant. C'était intéressant, ça ouvrait des possibilités en fait, comme il y avait des scènes, littéralement des scènes entre actes dans l'origine des grands divertissements de Versailles, mais on a décidé justement de remplacer ces mouvements, ces danses, ces musiques, sauf une chanson. Mais sinon, le reste, on l'a remplacé par des interacts, des sortes d'intermèdes. Ce que j'ai noté justement dans ces moments d'interact, ce sont des passages où vous chantez, et dans ces passages interacts, vous ne chantez pas, et même il n'y a pas de paroles. On pourrait croire que ce sont des moments de pantomime. Évidemment, Molière ne les a pas écrits. C'est vraiment de l'écriture créative de votre part. Ces interacts ont été l'occasion pour dire quoi finalement, que vouliez-vous faire vivre dans ces moments qui ne sont ni chantés ni parlés, mais par contre qui sont très joués évidemment. On avait la volonté de faire vivre la maison et le village, la maison en dehors du simple conflit qui oppose Georges Dandin à Angélique. Et on avait aussi la volonté de présenter le personnage de Colin, qui est un personnage qui est très important pour le dénouement de l'intrigue, mais qui n'arrive que très tard, qui n'arrive qu'à l'acte 3, mais qui travaille dans cette maison, pourtant, nous dit-on. Et alors, il est courant au théâtre d'avoir des rôles de valets qui assistent à des scènes sans parler, et ils sont notés, dans ce cas-là, ils sont notés dans les scènes, même s'il ne parle pas. Mais c'est pas le cas de Colin. Colin, il n'apparaît vraiment nulle part, à part à l'acte 3, quand on a besoin de lui. Donc on a eu la volonté de montrer ce personnage et de le faire vivre avant qu'il arrive. Il était un peu intriguant, ce personnage qui sort de nulle part, donc on voulait le faire exister. Et puis est-ce que vous l'avez fait sur mesure pour Guillaume Tavy, ce personnage aussi? Oui, vous aviez bien sûr. Très intéressant. Très important. Guillaume Tavy est un clown formidable. Donc ça a été un vrai plaisir, parce qu'il y a certains interacts qu'on avait pensés, où on lui avait donné des improvisations guidées à faire, et d'autres qui sont venues, des idées qui sont venues vraiment de lui, spontanément. Vous avez intégré des trouvailles de comédiens? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Ah oui. En majeure partie. Beaucoup. Et beaucoup d'écriture de plateau, on pourrait dire, dans cette mise en scène. On a refusé beaucoup de choses, mais on en a accepté aussi. Surtout refusé. On en a aussi accepté beaucoup. Parce que c'est justement ça, ce travail en fait de décanteur de la mise en scène, c'est qu'il faut offrir un espace de liberté suffisant aux comédiens, en tout cas
moi je conçois le théâtre comme ça, il faut laisser un espace de liberté suffisant aux comédiens pour qu'ils puissent s'exprimer et essayer des choses, proposer des choses au plateau, et ensuite nous on est obligé de faire des choix, de choisir, d'accepter ou non, et quand on accepte, on retravaille, donc les propositions ne sont pas laissées telles quelles, on les retravaille ensemble pour qu'elles s'intègrent au spectacle. Oui, ce qui est important, c'est quand le mouvement est clair pour le comédien et pour tout le monde, quand on sait où on veut aller. Ensuite, je pense qu'on a de plus de liberté, même en tant que comédien, de pouvoir s'exprimer dans un cadre. Quand tout est bien clair, quand le metteur en scène a fait son travail, en fait, c'est presque plus agréable, plus confortable pour un comédien qui n'est pas dépourvu, laissé au dépourvu dans son processus créatif, on pourrait dire. Et c'est jouissif de voir des propositions naître en plus. Elles nourrissent, j'imagine, la dimension de farce aussi, le ressort comique de la farce qui est beaucoup utilisé dans Georges Dandin. Si on regarde les péripéties, la pièce est-elle vraiment une comédie ? Elle ne finit pas par un mariage, elle commence alors que celui-ci est déjà un échec. C'est un lendemain de noces qui déchante. Pour Georges Dandin, sa maison lui est effroyable. Ses nobles beaux-parents acceptent son argent mais ne le considèrent pas comme un des leurs. Sa femme s'offusque de porter son nom. La pièce est rythmée par les humiliations et se clôt par une promesse de suicide. Le tableau semble assez noir pour une comédie. Quelle tonalité adopte donc votre mise en scène de Georges Dandin ? Mais effectivement, oui, le tableau est noir. C'est une comédie. Georges Dandin est une comédie, mais c'est une comédie grinçante. C'est vraiment c'est un tableau très noir. Et ce dont on rit, c'est de la démesure, et c'est toujours le cas, en fait, chez Molière. C'est que si Georges Dandin passait 1h30 à juste subir silencieusement un adultère, ce serait une tragédie. Enfin, il y aurait vraiment aucune raison de rire. Mais on rit de sa démesure, on rit du fait qu'il aille inlassablement voir ses beaux-parents pour se plaindre comme un enfant se plaindrait à une maîtresse d'école, quoi. Donc on rit de la démesure des personnages chez Georges Dandin. Enfin, chez Molière en général. Et je pense qu'on ne rit pas forcément des mêmes choses que lorsque la pièce a été écrite. En 1668, on ne riait pas devant des mêmes choses. À cour, parce que ce sont les personnes les plus nobles de France qui étaient témoins de cette farce pastorale. Et pour eux, l'humour, c'était vraiment de voir le ridicule total des personnages qui agissent dans cette pièce, qui sont des paysans, mais même les aristocrates de la pièce sont des aristocrates désargentés, de campagne. Et pour la cour, pour Versailles, c'était savoureux, quoi. C'était un régal. Aujourd'hui, on rit du malheur de Georges Dandin, et effectivement de la démesure de cette situation absurde où tout s'enchaîne et où tout afflige ce pauvre Georges Dandin, mais en même temps on a du mal à le plaindre tant il cherche les problèmes. Il a acheté une jeune femme, donc quand même. Aujourd'hui, on s'afflige de voir qu'il est à ce point floué, qu'il dit la vérité et pourtant il n'est jamais cru. Sachons un peu, mon gendre, ce que vous avez dans l'esprit. Puisqu'il faut donc parler catégoriquement, je vous dirais, monsieur de Sautanville, que j'ai... Doucement, mon gendre. Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom, et qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, il faut dire monsieur tout court. Eh bien... Monsieur tout court, et non plus monsieur de Sautanville, je vous dirais que ma femme me donne... Beau. Apprenez aussi que vous ne devez pas dire ma femme quand vous parlez de notre fille. J'enrage. Comment ma femme n'est pas ma femme ? Oui, notre gendre, elle est votre femme. Mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. C'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. Oh, Georges Dandin, où t'es-tu fourré ? De grâce, mettez pour un moment votre gentilhommerie à côté et souffrez que je vous parle maintenant comme je pourrais.
Au diantre soit la tyrannie de toutes ces histoires-là. Je vous dis donc que je suis mal satisfait de mon mariage. Quoi? Et la raison, mon gendre? Parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages. Et quels avantages, madame, puisque madame y a? L'aventure n'a pas été mauvaise pour vous. Car sans moi, vos affaires, avec votre permission, étaient fort délabrées, et mon argent a servi à reboucher d'assez bons trous. Mais moi, de quoi y ai-je profité, je vous prie, que d'un allongement de nom? Et au lieu de Georges Dandin, d'avoir reçu par vous le titre de Monsieur de la Dandinière? Pourtant, il a conduit une jeune femme à un malheur certain. Donc on a du mal aussi à... Il remporte difficilement l'élection en tant que héros de la pièce, en fait, finalement. Oui, mais le fait d'ouvrir le spectacle par des excuses, enfin, par des excuses, par un regret, en fait, pas par des excuses, autant pour moi. Le fait d'ouvrir le spectacle par des regrets attire la sympathie, en fait. Et le fait que absolument l'entièreté des personnages de cette pièce, et quelles que soient leurs conditions sociales, le méprisent, ça attire aussi la sympathie. Parce que le personnage de Claudine t'infecte avec Georges Dandin, alors qu'elle serait peut-être la plus proche de sa condition sociale, de base, avant qu'il ne fasse fortune. Donc, il attire la sympathie. Mais effectivement, comme disait Félix tout à l'heure, je pense qu'on ne riait pas de la même chose à l'époque de Molière. Et il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'à l'époque, c'était complètement absurde, ce scénario, qu'un riche paysan se marie avec avec une famille de nobles, même désargentés. Enfin non, c'est impossible. Ça n'a jamais arrivé. Donc ça faisait rire, le texte même faisait rire, la situation était drôle. Mais justement, vous avez replacé le scénario de Georges Dandin à une époque ultérieure. Vous l'avez placé en 1905. Déjà à une époque où ces alliances de classes sociales différentes étaient peut-être un peu plus fréquents. C'est un aspect de votre mise en scène sur lequel je voulais vous interroger. Pourquoi avoir choisi de contextualiser justement les événements de Georges Dandin au début du XXe siècle et pas à l'époque contemporaine de son écriture? C'est un choix qui saute aux yeux, notamment dès qu'on voit les costumes aussi, qui sont par ailleurs magnifiques. On le dira à Stéphane Delorme, qui a fait un formidable travail. Alors, quand on fait une mise en scène, on fait forcément des choix esthétiques, que ce soit sur la scénographie, les costumes, le maquillage, tout ça. Et en fait, il faut garder en tête que ces choix peuvent raconter des choses par eux-mêmes. Et donc le choix d'une époque, effectivement, il faut que ces choix soient cohérents avec le texte. Donc nous, on avait envie de rapprocher ce texte de nous, parce qu'effectivement, si on l'avait laissé au XVIIe siècle, la cohérence, elle existait. Mais par contre, on n'aurait raconté aucune nouvelle lecture sur ce texte. Donc on avait envie de rapprocher ce texte de nous. Et le début du XXe, c'est une époque qui est formidable, parce que déjà, c'est une époque qui est très facilement identifiable visuellement. C'est une mode qu'on connaît, en fait. Que ce soit grâce à Sherlock Holmes ou plus récemment à Peaky Blinders, Paris Police. Non mais c'est vrai, cet univers visuel-là, on le connaît et on l'identifie. Et il nous raconte beaucoup de choses. Il nous raconte que la révolution industrielle est déjà passée. Donc en un costume, on donne une information historique. Donc la révolution industrielle est déjà passée. Donc ça nous indique que peut-être Georges Dandin a fait fortune grâce à cette révolution industrielle. Parce qu'on sait que c'est un paysan parvenu, mais on ne sait pas dans quel domaine il travaille. Donc pourquoi pas la métallurgie, ça pourrait être n'importe quoi. Donc d'un point de vue historique, c'est intéressant. Et c'est aussi, pour le personnage d'Angélique, c'est ce qu'on appelle, 1900, c'est ce qu'on appelle la première vague dans le féminisme. Et donc ça donne une ampleur à tous les personnages féminins de cette pièce, et plus précisément et plus particulièrement au personnage d'Angélique. Je trouvais ça intéressant
de le placer à ce moment-là pour ça. Enfin, on trouvait ça intéressant pour ça. Parce que même si, à cette époque-là, on a déjà beaucoup de textes féministes, là, on a eu Olympe de Gouges 100 ans avant, mais c'est vraiment à cette époque-là qu'on commence à employer, enfin, que les femmes se réapproprient le mot féminisme de manière positive. Donc c'est intéressant de penser que ces femmes-là vivent au milieu de tous ces élans. Il y a même un moment, je me souviens, mais on l'a balayé, même un moment où on avait hésité à mettre Angélique en pantalon pour évoquer les suffragettes. Mais en fait, on s'était dit que non, parce que pour le coup, c'était pas cohérent vis-à-vis du texte, parce que dans ce cas-là, elle pouvait pas subir l'autorité parentale et ce contrat de mariage de cette manière-là. On parle d'autorité, on parle également de ce qui faisait rire quelques instants avant dans l'émission. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le point de départ de la pièce pour les spectateurs du XVIIe siècle, c'était que le mari, qui normalement a tout pouvoir sur sa femme, justement ne l'a pas. Angélique se joue de Dandin, les beaux-parents l'infantilisent, l'amant vient séduire sa femme à sa barbe. Celui qui aurait dû avoir le pouvoir ne l'a pas. Et c'est ce qui fait rire. Donc pour vous, Georges Dandin est-il en lutte avec une femme ou est-il en lutte avec une noble et pouvez-vous justement développer votre parti pris sur la lutte des sexes et la lutte des classes qui irriguent les rapports entre les personnages ? Alors, de la même façon qu'on a mis cette pièce à l'époque, donc 1905, autour de 1905, c'est une époque qui est tellement charnière sur ces deux sujets-là, c'est-à-dire le sujet du féminisme, de la naissance, de l'action féministe, beaucoup plus concrète qu'auparavant, et cette espèce de brassage, de rebattement de cartes sociales qui se faisait avec la révolution industrielle, avec les nouveaux parvenus, les nouveaux riches, et les anciens qui commençaient doucement à se retirer un petit peu, on pourrait dire ça comme ça. Mais c'était une époque qui était tellement intéressante sur ces deux sujets qu'on a décidé de la choisir. Pour répondre à la fin de ta question sur est-ce que Georges Dandin lutte contre une noble ou contre une femme, je pense qu'il lutte contre une femme et contre la noblesse. Parce qu'en fait, Angélique, même si lui, il voit Angélique comme étant une noble qui, parce qu'elle est noble, ne le considère pas, je pense que dans notre mise en scène, c'est pas tellement ça qu'on a mis en avant. On a mis en avant effectivement le fait que les parents Sautanville ne respectent pas Dandin parce qu'ils se sentent au-dessus, se sentent supérieurs. Mais par contre, Angélique, c'est parce qu'elle est femme et qu'elle a une envie de liberté et d'égalité qu'elle se refuse à cet homme qu'elle n'aime pas et qu'elle n'a pas choisi. Donc je pense qu'il est, il est en lutte contre une femme et contre la noblesse. Je vous propose d'écouter ensemble à ce sujet un extrait de l'acte 2, scène 2, où le couple est dans une véritable dynamique d'affrontement. Je suis votre valet ? Ce n'est point là mon compte. Et les Dandins ne sont point accoutumés à cette mode-là. Oh, les Dandins s'y accoutumeront s'ils veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment ? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faut d'abord que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants. Mais c'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris. Et je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de cela et ne veux point mourir si jeune. C'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donnés publiquement ? Moi ? Je ne vous l'ai point donné de bon cœur et vous me l'avez arraché. M'avez-vous avant le mariage demandé mon consentement et si je voulais bien de vous ? Vous n'avez consulté pour cela que mon père et ma mère. Ce sont eux proprement qui vous ont épousé. Et c'est pourquoi vous ferez bien de vous plaindre toujours à eux des torts que l'on pourra vous faire. Pour moi qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi et que vous avez prise, sans consulter mes sentiments, je prétends n'être point obligée à me soumettre en esclave à vos volontés.
Dans l'oreille des spectateurs contemporains, un mot retient particulièrement notre attention, celui de consentement. Le texte date de 1668 et n'a à ce sujet rien perdu de son actualité. Votre Angélique est un personnage qui revendique sa liberté en tenant la dragée haute à son mari. Quels ont été vos questionnements et vos intentions concernant ce personnage d'épouse que la religion et la pression sociale tient normalement pieds et poings liés? Pour le travail du personnage d'Angélique, il a fallu qu'on travaille vraiment sur un fil, parce qu'effectivement, c'est un texte qui nous parvient de manière très forte aujourd'hui, mais il ne fallait surtout pas qu'on pense qu'Angélique est une militante. Parce que ce n'est vraiment pas du tout le cas, et elle est effectivement pieds et poings liés à ce contrat de mariage, au pouvoir de ses parents, à sa condition de femme et sa condition sociale. Donc il était très important que le public entende la force de ce texte sans tomber dans un militantisme trop véhément. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'était aussi ce mot de consentement qui émerge dans un texte de 1668 et qui aujourd'hui a tellement d'écho. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, Angélique n'a absolument pas été consultée pour ce mariage, et c'est le principe d'un mariage forcé, d'un mariage d'argent. C'est un contrat qui est simplement financier. On parlait de 1900. On peut imaginer que les Sautanville, pour combler leurs soucis d'argent, on peut imaginer qu'ils sont passés par des petites annonces non mais c'est vrai, dans le Chasseur français ou autre gazette pour trouver un mari et donc de l'argent pour leur fille. Donc elle n'a pas été consultée. C'est un contrat qui a été conclu entre Georges Dandin et les Sautanville. Donc effectivement, le mot de consentement n'a absolument pas changé. Est-ce que c'est possible que ce soit Georges Dandin qui ait mis une annonce ? Ça pourrait tout à fait être Georges Dandin qui Sympa. Qui a mis une annonce. On réembarque dans la rêverie dont vous nous parliez en début d'émission. Moi, ce qui me frappe, c'est que les comédies de Molière regorgent de mariages heureux, consentis. Le bourgeois gentilhomme, les fourberies de Scapin, l'école des femmes, Tartuffe, les précieuses ridicules. Georges Dandin est sans doute peut-être le seul exemple de mariage malheureux dans son œuvre. Pour vous, metteur en scène, que devait-on retenir de l'union de Georges Dandin et d'Angélique en 1668 ? La leçon de morale est-elle foncièrement différente en 2023 ? Alors, je suis pas convaincue que l'œuvre de Molière regorge de mariages heureux. Il y a souvent des mariages qui sont évités de justesse, justement. Oui. Chez Molière, il y a beaucoup de femmes, parce que le mariage forcé, le mariage arrangé, chez Molière, c'est un vrai thème, en fait. Par contre, effectivement, la différence, la spécificité de la pièce Georges Dandin, c'est qu'elle s'ouvre là-dessus et qu'elle se termine sur... je ne peux pas raconter la fin du spectacle, mais c'est qu'elle s'ouvre sur... C'est ça, c'est la différence, c'est que dans d'autres pièces, on finit par le mariage. C'est la finalité. Et là, c'est l'après. C'est comme vous l'avez dit, c'est le lendemain de noces, etc. Et donc c'est juste après. Et qu'est-ce qui se serait passé pour tous ces mariages juste après la noce ? Eh ben, c'est peut-être Georges Dandin. Oui. Donc c'est pour ça. Je pense que je veux pas conclure quoi que ce soit, mais Molière, le thème du mariage, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans son œuvre. Et je crois pas que ce soit évident. Je pense qu'il est très critique par l'institution du mariage. D'ailleurs, la religion n'est pas très présente dans Georges Dandin, beaucoup moins que dans beaucoup d'autres de ses œuvres, pour des raisons, à mon avis, politiques, parce que la fronde, parce que il fallait faire quelque chose de peut-être plus facile pour tout le monde pendant les grands divertissements de 1668. Mais toujours est-il que oui, tous ces facteurs font que c'est un thème très récurrent dans son œuvre.
Dans la pièce, il est question d'amour. 4 couples se donnent la réplique. Georges Dandin et Angélique. Angélique et son amant Clitandre. Les beaux-parents de Georges Dandin, monsieur et madame de Sautanville. Et enfin, la suivante, Claudine et le messager Lubin. Comment avez-vous travaillé ces types de couples dans votre mise en scène ? C'est une dynamique très intéressante parce que ça fonctionne par deux dans cette pièce. Et surtout, les beaux-parents, qui sont une entité unique presque, puisqu'ils sont toujours ensemble, presque toujours ensemble. Et ils ont absolument la même rhétorique, les mêmes points de vue. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de donner le pouvoir à Madame de Sautanville. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le texte de Molière, pas particulièrement. Où le rapport est plutôt égal. Mais on peut y lire différentes choses. Je trouve que Monsieur de Sautanville s'adoucit lorsque sa femme n'est plus autour. Et quand sa femme est là, ça y est, elle prend les rênes, elle guide presque la conversation de Monsieur de Sautanville, et c'est quelque chose qu'on trouvait assez amusant, et d'ailleurs on a essayé de le faire transparaître, et ça fonctionne à peu près comme ça pour beaucoup de personnages. Ce sont des duos, et le seul qui se trouve véritablement sans partenaire, c'est Georges Dandin. Oui, c'est vrai. Puisque sa femme a un amant, Clitandre, et ensemble ils forment un duo, et ils vont passer pas mal de scènes ensemble. Lubin, Claudine, et Georges Dandin, peut-être Colin. Oui. Peut-être que Colin est le duo de Georges Dandin, mais ça donne la chose, ça donne beaucoup de choses. C'est très intéressant. Il faut que je m'y penche une seconde. Non, mais tout ça pour dire que oui, ce sont vraiment des dynamiques qui renforcent encore la vision de Georges Dandin, qui se retrouve isolé du reste, puisqu'il se retrouve absolument seul. Il est seul, il est à la fois rejeté par ses semblables, par les paysans, et à la fois rejeté par la famille qu'il a voulu rejoindre. Tout à fait. Et c'est un thème qui est très intéressant, ce thème de l'ascension sociale, et c'est encore parfaitement d'actualité, puisque quelqu'un qui prendrait l'ascenseur social et tenterait d'acquérir une classe sociale plus haute que celle d'origine, se retrouverait autour de personnes qui ont des codes sociaux différents et qui, malgré peut-être sa fortune, Georges Dandin est très riche, mais il n'a pas les mêmes codes, il n'a pas le même sang que l'aristocratie, et donc il en est rejeté, et il ne peut pas non plus être dans la classe sociale des paysans, puisqu'il est devenu riche et qu'il a cherché à en partir de cette classe, et il se retrouve au final entre deux classes, et c'est très intéressant, puisque ça c'est un thème qui est absolument fondamental, et qui marche très bien encore aujourd'hui, qui est raconté notamment dans Retour à Reims de Didier Ribon, et dans tous ces thèmes qui sont très très actuels encore aujourd'hui. Donc c'était assez fascinant de travailler sur cette question-là aussi. Sur une scène, j'imagine que c'est très fructueux parce que ça le met en conflit avec l'ensemble de la distribution finalement. Oui, tout à fait. Sur le plateau, on le voit aussi assez facilement. Et moi, personnellement, je prends beaucoup de plaisir justement en jouant le personnage de Claudine à montrer que la paysannerie le rejette aussi. Parce qu'il passe son temps à se plaindre au public du fait que ses beaux-parents ne l'écoutent pas, à se plaindre auprès de ses beaux-parents que sa femme ne le respecte pas. Mais finalement, il y a aussi la paysannerie qui, derrière, lui en fait voir de toutes les couleurs. Et ça, c'est un vrai bonheur. Un grand absent de nos échanges, c'est le personnage de l'amant, Clitandre. Oui, de Clitandre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de lui ? Il est en échange avec Angélique, en échange avec les parents de celle-ci. Il est en conflit avec Georges Dandin. Il est central dans l'intrigue. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est un personnage qui est très intéressant, puisque c'est dans cette dynamique de pouvoir, dans ces dynamiques de hiérarchie, c'est lui qui est le plus haut. C'est Clitandre qui est l'aristocrate, parce que c'est un vicomte, et les Sautanville sont des barons, qui sont
un petit peu, hiérarchiquement, ils sont un petit peu en dessous. Et donc c'est cet homme-là qui a le plus grand pouvoir dans cette pièce, et c'est celui qui, du coup, se permet de faire un petit peu ce qu'il veut, et qui va se permettre de séduire Angélique, et qui va, on va dire, apporter une sorte d'événement à la pièce, puisqu'en fait, sans Clitandre, ce serait très très simplement une affaire de classe sociale, de rejet de classe sociale et de bataille de genre. Mais en fait, ici, avec Clitandre, ça prend une formule tout à fait farcesque et beaucoup plus proche de ce qu'on peut avoir plus tard dans des faits vaudevillesques complets, quoi. Et ça fonctionne très bien. Après, pour ce qui est du processus même psychologique de Clitandre, ça, je ne saurais pas vraiment vous répondre. Du processus psychologique, je ne sais pas non plus si c'est le plus intéressant, en tout cas dans notre parti pris, mais on a voulu montrer quatre couples duos très différents. Et Clitandre et Angélique, on les a vraiment fait travailler sur quelque chose de très charnel, sur une attirance corporelle plus qu'autre chose. Plus que de l'amour. Plus que de l'amour. On parlait tout à l'heure des autres duos. Les parents Sautanville sont presque un couple d'affaires. C'est vraiment un couple de business, quoi. On les ressent vraiment comme une entité à deux têtes. Une entité à deux têtes, mais qui a été travaillée quand même de manière à ce qu'ils aient vraiment leur caractère propre à l'intérieur de ça. Et qu'on puisse se poser la question de l'amour dans leur couple. Et est-ce que c'était pas déjà à leur époque, un mariage arrangé entre ces deux grandes familles. Donc voilà, on a parlé des parents des Sautanville, de Georges Dandin et d'Angélique, qui est un couple qui n'existe pas. Clitandre et Angélique sont vraiment là pour nous montrer la jeunesse, je dirais, le plaisir charnel, enfin, cette fougue qu'elle n'aura jamais avec Georges Dandin. Oui, en plus de cette pyramide sociale, évidemment. Aussi, Angélique et Clitandre se ressemblent beaucoup. Physiquement. Et ce qui est assez... vos comédiens se ressemblent Nos comédiens se beaucoup. ressemblent beaucoup. Et c'est très intéressant d'en faire une sorte de duo, de couple, parce que c'est comme s'ils aimaient une image d'eux-mêmes. C'est une sorte de reflet. Alors on a essayé de le faire transparaître dans ce sens-là, parce que ça donne une sorte d'ego énorme au personnage, et ça les rend encore plus, je pense, encore plus comiques. On a essayé de travailler sur... Alors, c'est des petits détails, je ne sais pas si les spectateurs le verront, mais avec Stéphane Delorent, on a pensé ça en termes de colorimétrie sur les costumes. Oui. Donc, pour que chacun des duos ait une trace sur le costume de l'autre. Donc, Clitandre est en beige sable, et Angélique a une broderie de cette couleur-là. Vous allez aussi loin dans le sens du détail. On parle d'entité avec les Sautanville, et en fait on s'était dit, tiens, il y a une présence, un petit peu, une sorte d'entité commune aussi dans Angélique et Clitandre. Ouais. C'est c'est un souci de la composition sur scène qui est En tout cas, ça nourrit beaucoup de penser à ces détails-là. Après, si les spectateurs ne s'en rendent pas compte, c'est pas tellement le plus important du spectacle. Mais ça nourrit beaucoup de penser à ces détails-là, justement. Sur les similitudes d'Angélique et de Clitandre, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Oui. Tilly, Félix, on était très heureux de vous recevoir. Un grand merci. Un mot de la fin qui vous tient à cœur ? Un mot de la fin, c'est nous, on a été très très chanceux de pouvoir faire ce projet avec notre équipe, etc. On voudrait les remercier. Surtout, c'est quand même grâce à eux qu'on fait ce spectacle et qu'on est tellement heureux de faire ce spectacle et de pouvoir raconter un petit peu toute l'ampleur de la comédie humaine qui continue 400 ans après. Et on est très content de le faire. Donc merci à eux. Je rejoins complètement Félix. Je remercie cette équipe formidable. On a eu vraiment beaucoup de chance. C'est des comédiens qui sont vraiment très très talentueux.
On a eu un super costumier, des comédiens vraiment géniaux et on aimerait beaucoup que vous les découvriez. Vous l'avez compris, si vous avez manqué le quadricentenaire de Molière, si vous avez manqué les conférences, les expositions, vous pouvez encore fêter cet anniversaire au théâtre en allant voir le Georges Dandin de la compagnie Vitriol-Mantes. C'est à l'Auguste Théâtre, dans le 11e arrondissement de Paris. Prochaine date, le 17 avril. Hâte de vous y voir. Et c'est à 20h. L'autre jour d'Annette, j'entendis la voix qui sur la musette chantait dans nos bois. Amour, que sous ton empire on souffre de maux cuisants. Je le puis bien dire puisque je le sens. La jeune Lisette au même moment sur le ton d'Annette reprit tendrement. Amour, si sous ton empire je souffre de maux cuisants, c'est de n'oser dire tout ce que je sens.